Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle webconférence du réseau Habitat Logement d'Idéalco. On se retrouve pour nos cycles des jeudis de l'habitat en partenariat avec Espacité et l'ADCF. Alors on excuse Madame Delpech de l'ADCF qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui mais qui a participé à l'organisation de cette webconférence et qui sera là pour les prochaines sessions. Mais on a le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Madame Anne-Catherine Ledeuf, directrice opérationnelle d'Espacité. Et donc, nous rejoint à distance tout à l'heure, un petit souci technique, mais qui s'arrangera puisque de toute façon, il intervient après Madame Ledeuf, Monsieur Bertrand Buté, le directeur de l'habitat et de la politique de la ville de Clermont Métropole. Nos deux intervenants aujourd'hui sont là pour nous parler de la vente HLM. Donc, la vente HLM à l'épreuve des territoires, quelle place pour les intercommunalités? On a déjà fait avec mesdames un jeudi de l'habitat également en décembre dernier sur la vente HLM. Donc, l'idée, ce n'est pas de reprendre vraiment le même sujet, mais d'aborder aujourd'hui sous un nouvel angle cette vente HLM, notamment voilà, sur vraiment la place des intercos dans ces opérations-là. Je vais laisser la parole à nos intervenants, juste pour vous rappeler, chers participants, vraiment le but du direct, c'est l'interaction. Donc, n'hésitez pas à poser des questions via l'onglet questions-réponses que vous avez. Il faut bouger un petit peu la souris sur l'écran Zoom et vous allez voir apparaître un onglet questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, vous posez toutes les questions que vous souhaitez à nos intervenants à l'écrit et je leur transmets à l'oral. Donc, voilà, vraiment, cet onglet est fait pour vous. N'hésitez pas, c'est le but, encore une fois. Voilà, je vous souhaite une très belle webconférence à toutes et à tous. Et Madame Ledeuf, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Effectivement, on a pris le parti avec Claire Delpech de revenir sur cette question de la vente HLM pour plusieurs raisons et en particulier au regard de son actualité forte depuis maintenant la loi Elan qui a promu un certain nombre de dispositions d'assouplissement en faveur de la vente HLM et bien évidemment depuis la loi de finances, j'y reviendrai. Et puis aussi dans la période beaucoup plus proche parce qu'on est dans une phase importante d'analyse, de négociation autour des conventions d'utilité sociale sur lesquelles les intercommunalités ont une capacité à agir et qui donnent à nouveau à cette question de la vente HLM une place tout à fait d'actualité. Voilà, je rappelle, donc effectivement, nous avons une précédente webconférence qui s'est tenue en décembre 2018 et qui avait vocation, celle-ci, à expliciter les évolutions du cadre législatif relatif à la vente HLM, donc décrypter les évolutions de la loi Elan. L'objectif aujourd'hui n'est pas forcément de revenir dans le détail des dispositifs réglementaires, mais voilà, de questionner plus particulièrement comment, autour de cette vente HLM, les collectivités locales, au premier rang desquelles les intercommunalités et les organismes de logement social peuvent être amenés à collaborer. Je vais d'abord quand même rappeler dans quel contexte on se situe autour de cette question de la vente. Je ne sais pas si vous voyez le PowerPoint, très bien. C'est donc un sujet qui prend une importance grandissante depuis maintenant septembre 2017, au regard de l'énonciation par le gouvernement de stratégie logement qui avait prévalu à la formalisation et au travail autour de la loi Elan et qui énonçait très concrètement cette volonté du gouvernement d'intensifier la vente HLM, puisque dans cette stratégie logement, il était explicité un objectif de doublement des ventes HLM dès 2018, avec à terme un objectif de 40 000 logements vendus par an, soit 1% du parc en stock. Donc ça, c'était déjà un cap assez clair, énoncé il y a maintenant 2 ans. La loi de finances est arrivée avec ces problématiques, vous le savez, d'évolution très forte du modèle économique du secteur HLM, avec la RLS et la nécessité pour les organismes de logement social de trouver de nouvelles ressources financières, ce qui fait écho à des évolutions, j'y reviendrai, sur les perspectives et les finalités de cette vente HLM. La conférence de consensus avait aussi eu beaucoup d'échos autour de l'évolution du secteur HLM, non seulement autour de la restructuration du tissu des organismes, qui avait beaucoup inquiété les collectivités locales, mais aussi sur cette question de la vente HLM avec ces nécessités d'intensifier la vente, non seulement un cap énoncé par l'État, mais aussi cette nécessité liée à l'évolution du modèle économique. On suivit 2 protocoles d'accord entre l'État et le mouvement HLM. Un premier accord passé entre l'État et la Fédération des ESH qui avait affirmé cette volonté des ESH d'accompagner
les attendus de l'État autour de cette accélération de la vente HLM, et puis un petit peu après, un autre protocole entre l'État et l'USH cette fois-ci, qui évoque également la vente HLM, cette fois sous l'angle plutôt de l'évolution des métiers du secteur HLM, puisqu'on le verra, bien évidemment, l'intensification de la vente, sa généralisation, va nécessiter pour un certain nombre d'organismes des évolutions en matière de métier. Et puis voilà, la loi Elan est arrivée avec effectivement cet objectif d'incitation et de facilitation de la vente HLM en contrepoint et en complément de la loi de finances qui la rend plus nécessaire, avec un certain nombre d'ordonnances et de décrets d'application prévus. L'ordonnance relative à la vente en différé des parties communes, ou en tout cas à la progressivité du régime de copropriété est parue, et un premier décret est paru autour de la prise en compte dans les conventions d'utilité sociale de la vente HLM. Je le disais, donc effectivement, cette vente HLM connaît un essor important depuis bientôt 2 ans. C'est bien évidemment un sujet qui n'est pas complètement nouveau, à la fois sur sa possibilité d'exister, sur la mobilisation possible des organismes de logement social pour impulser, accompagner, conduire cette vente HLM, mais également un sujet qui n'est pas si nouveau que cela en termes de nécessité ou d'injonction ou d'invitation à son intensification. Donc, je rappelle que la vente HLM sur initiative des organismes de logement social est rendue possible depuis 1965 et a connu plusieurs évolutions législatives et réglementaires successives qui ont permis de constituer un premier socle assez alimenté et assez important au regard des contraintes de la vente HLM, avec notamment l'énonciation dans la loi d'un certain nombre de conditions liées aux bénéficiaires possibles de la vente HLM, aux caractéristiques techniques des logements pouvant être conduits à être vendus, avec les conditions de fixation de son prix de vente et avec les processus de validation au niveau local. Donc, plusieurs lois sont venues successivement conforter, compléter et encadrer ce cadre réglementaire relatif à la vente HLM. Je rappelle ici également que cette nécessité, cette volonté d'intensifier la vente HLM n'est pas nouvelle puisqu'elle avait déjà eu lieu au début des années 2010, en 2007 plus particulièrement, dans le cadre d'un accord signé entre l'Union sociale pour l'habitat et le gouvernement, et qui avait déjà évoqué cet objectif de vente de 40 000 logements, soit 1% du stock, et qui est bien évidemment rappelé dans la feuille de route du gouvernement et dans l'exposé des motifs de la loi Elan. Par rapport aux évolutions à venir, il me semble important de rappeler également les différentes finalités de la vente HLM telles qu'elles sont souhaitées à la fois par les organismes de logement social, à la fois par les collectivités locales et à la fois par le gouvernement, et qui d'ailleurs avaient été cette fois encore très clairement réénoncées comme des conditions conjointes dans cet accord de 2007. La vente HLM doit d'abord servir une vocation sociale, puisqu'il s'agit de permettre l'accession à la propriété de ménages qui ne pourraient pas le faire sur le marché libre et parfois aussi sur le marché de l'accession sociale à la propriété plus traditionnelle, avec des prix qui parfois sont décorrélés avec les revenus de certains publics et en particulier des locataires du parc social. Donc ça, c'est un premier point, hein, donc donner cette opportunité de trajectoire résidentielle aux ménages. Au titre de la vocation sociale, il s'agit également d'introduire une certaine mixité sociale, en particulier au travers de la diversité des statuts d'occupation que permet l'accession à la propriété des logements de certains ensembles immobiliers, permettant, notamment dans les secteurs dans lesquels ce parc locatif social est dense, d'introduire cette mixité de statuts d'occupation dans la perspective notamment d'y maintenir cette mixité sociale, de faire en sorte que certains ménages désireux d'accéder à la propriété n'en partent pas, voire, le cas échéant, même si on peut avoir certaines interrogations, introduire une mixité sociale par l'arrivée de ménages aux revenus plus importants. La deuxième perspective à laquelle la vente HLM doit répondre est une perspective d'ordre patrimonial ou territorial, et c'est là où aussi la question des collectivités locales est importante, avec la possibilité au travers de la vente de réintroduire un rééquilibrage de l'offre sociale et de l'offre plus globale de logement à l'échelle d'un territoire, pour faire en sorte là aussi que les secteurs où on a une certaine concentration de logements sociaux puissent contribuer à redistribuer par la vente HLM ce parc locatif social vers d'autres territoires qui en seraient plus dépourvus.
Autre enjeu patrimonial ou territorial, notamment dans le cas de la vente en bloc, il peut s'agir de rationaliser les conditions de gestion du parc pour que certains organismes de logement social soient plus présents et de manière plus intense dans un certain territoire et que certains organismes qui n'ont pas toujours les moyens de gestion, de proximité, se retirent de ces territoires pour céder leur patrimoine à des organismes plus présents au niveau local. Autre finalité de cette contribution de la vente HLM à des évolutions d'ordre patrimonial ou territorial, c'est l'adaptation de l'offre à l'évolution de la demande en logement social. Bien évidemment, le parc de logement social en France a été produit massivement après-guerre et parfois la demande a évolué, ce qui nécessite là aussi, au travers de la vente, de pouvoir mieux répondre à certaines évolutions de la typologie de la demande, ce que peut permettre la vente HLM. La troisième perspective de la vente HLM est d'ordre économique ou financier. Et c'est là où les évolutions à venir sont importantes, puisque, et là aussi c'était annoncé très clairement dans cet accord de 2007, il peut effectivement être accordé à la vente HLM une finalité économique ou financière, mais jusqu'à présent, cette finalité économique et financière avait vocation à compléter les aides de l'État et assurément pas à se substituer aux financements nationaux. Et c'est là, bien évidemment, où la loi de finances pour 2018 a marqué une forte évolution dans les perspectives que l'on peut attendre de la vente HLM, puisque la question financière prend à présent un caractère prépondérant. Les organismes HLM ont besoin de céder leur patrimoine pour disposer de fonds propres leur permettant de continuer à mener leur activité à la fois en termes de développement, de construction, mais aussi d'entretien et de réhabilitation de leur parc. Ce n'est plus une ressource en tant que telle complémentaire, en tout cas dans sa perception. Et puis, on peut considérer aussi que la dimension économique connaît une inflexion, puisqu'il s'agit non seulement d'une perspective d'intensification de l'action, mais aussi une perspective financière au sens plus large, puisqu'il s'agit de compenser la loi de finances pour 2018, qui a effectivement conduit à une certaine fragilisation des capacités financières des organismes. Alors, je disais, la vente HLM a déjà connu une première inflexion du fait de ces accords de début de 2007. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir ce que cette inflexion a produit dans, bien évidemment, la quantité de la vente réalisée, mais aussi dans la nature et les effets de cette vente HLM pour s'interroger sur ce que cette nouvelle inflexion attendue par la loi Elan pourrait produire à la fois dans les marchés de la vente HLM et dans les territoires qu'animent et que portent les collectivités locales et en particulier les intercommunalités. Alors, quels ont été les effets de l'évolution de la vente HLM en France depuis plusieurs années? Alors, ce que montrent les tableaux que vous voyez ici, ce sont des données que j'ai exploitées de l'Observatoire national des ventes de l'USH et que j'ai eu l'occasion déjà de présenter dans différents moments organisés par l'USH sur la vente HLM. Ce que montrent donc ces analyses, c'est bien évidemment que les volumes sont restés quand même relativement modestes jusqu'à présent, hein, c'est-à-dire 4 à 5 fois inférieurs aux objectifs de 40 000 logements énoncés au début des années 2010, puisque dans les meilleures années, on s'est trouvé autour de 10 000 logements effectivement cédés par an par les organismes de logement social. C'est donc des volumes qui restent modestes. Cette ce caractère contenu en termes de volume fait que jusqu'à présent, en tout cas si on moyennise les choses au niveau national, l'effet de la vente HLM sur les marchés du logement a été jusqu'à présent relatif, puisque cette vente HLM ne représentait sur cette période, donc depuis une dizaine d'années, que 1% des transactions dans l'ancien, donc c'est assez faible. Mais si on corrobore ça avec le seul secteur, si je puis dire, du marché du logement social, c'est moins neutre puisque ces ventes HLM ont représenté 10% de l'accroissement net de logements sociaux en France. Donc là, ça commence à peser un peu plus. L'autre point qui est important, c'est de voir comment donc, ces évolutions quantitatives du début des années 2007 ont fait évoluer la pratique et ces effets de la vente HLM. Il faut savoir que c'est un marché qui a été longtemps concentré, hein, puisque vous le voyez ici, jusqu'en 2015, 80% des ventes étaient réalisées par seulement 20% des organismes de logement social. Donc, c'était le sujet de quelques organismes qui l'a pratiqué sur propre initiative, hein, de manière assez volontariste, alors que d'autres
ne s'était pas ouvert à cette question et bien évidemment, ces autres acteurs vont être amenés aujourd'hui, ils ont déjà commencé à le faire, à s'y ouvrir de manière beaucoup plus active. C'est ce que montrent les petits chiffres que vous voyez en dessous, hein. C'est l'évolution de la part des organismes actifs sur la vente HLM. Ils étaient 32% en 2008, 47% en 2012 et 51% en 2017. Et bien évidemment, à l'avenir, cette part des organismes actifs va évoluer de manière très significative. Ces évolutions quantitatives ont eu donc des effets aussi qualitatifs sur ce marché de la vente HLM. C'est les deux blocs que vous voyez en bas à droite de la diapositive, puisque cette vente HLM, dans son intensification, s'est accompagnée de l'émergence de plus de copropriétés. Donc, vous voyez là l'évolution des logements individuels vendus dans leur poids de la vente HLM. 58% des logements cédés par la vente HLM en 2008 étaient des logements individuels et ils ne sont plus que 47% en 2017, ce qui montre que le stock de logements individuels qu'on pourrait, dans un certain nombre de cas, juger plus propice à la vente, diminue et bien évidemment, ce qui oblige l'organisme de logement social à se tourner vers des immeubles collectifs et donc à créer des copropriétés, ce qui implique des évolutions de métier des organismes en termes de syndic notamment, mais aussi un certain nombre d'interrogations qu'on peut avoir sur l'évolution à venir de ces copropriétés qui, dans un certain nombre de cas, pourraient être fragilisées. Et puis, l'autre point important de cette évolution qualitative de la vente HLM liée à son intensification, c'est la baisse de la part des occupants acquéreurs de leur logement, hein, puisque et là, je reviens à la finalité sociale de la vente HLM. On voit que 39% des logements étaient vendus à leurs occupants en 2013 et qu'ils sont passés à 31% en 2017. Dans tous les cas, ils sont minoritaires dans la vente HLM. Alors, si on revient sur l'actualité récente, hein, qu'est-ce que la loi Elan va changer dans cette approche stratégique de la vente HLM, à la fois au niveau de l'organisme et des collectivités locales au regard de leur politique locale de l'habitat. Encore une fois, je ne reviens pas dans les détails des mesures législatives, c'est l'objet de la webconférence de décembre dernier. Simplement, d'un point de vue un peu plus stratégique et politique, qu'est-ce que ça change? Les évolutions peuvent être regroupées en 4 points. D'une part, c'est ce que j'appelle la rehausse du processus de négociation des ventes qui vont passer du niveau communal au niveau intercommunal avec la place plus importante accordée à la convention d'utilité sociale dans la négociation autour de la vente, puisque ces CUS et leur acceptation et la validation par les services de l'État vaudra acceptation de la vente, c'est-à-dire que les plans de vente qui sont inscrits au CUS vaudra autorisation, et ce qui effectivement induit un rôle plus marginal des maires au regard de la validation qui existait préalablement vente HLM par vente HLM, au-delà, en tout cas, des communes SRU, puisque dans le cas des communes SRU, l'avis conforme des collectivités est rendu obligatoire. Donc ça, c'est important par rapport à la question de la place des intercommunalités, parce qu'on peut voir d'un première approche l'évolution selon laquelle les collectivités ont moins leur mot à dire par rapport au passé sur la validation des ventes, mais le fait que la convention d'utilité sociale donne à voir au travers des plans de vente les évolutions et la stratégie globale de l'organisme donne quand même des armes importantes aux intercommunalités. Le deuxième changement fondamental sur la vente HLM, c'est l'ouverture de mesures incitatives pour lever les inquiétudes et les freins politiques que pourraient avoir certains élus locaux, avec notamment l'extension de la durée de prise en compte des logements cédés à leurs occupants, qui est étendue à 10 ans, avec l'obligation d'affectation de 50% du produit de la vente dans une commune déficitaire, ce qui pose la question des autres communes, on y reviendra peut-être tout à l'heure avec le cas de Clermont, avec l'obligation de mise en place de mesures de sécurisation de la vente HLM en termes de garantie de rachat qui jusqu'à présent est une initiative des bailleurs et qui devient obligatoire, et la possibilité qui a été ouverte de passer progressivement au régime de copropriété dans le cadre de l'ordonnance qui est parue. Troisième point d'évolution un peu fondamentale sur la vente HLM, c'est l'assouplissement des conditions de vente qui est lié à ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, sur le rôle plus marginal que vont jouer, en tout cas dans la loi, les élus locaux dans la validation des ventes patrimoine par patrimoine. Ce qu'on peut dire à ce titre et rappeler, c'est la suppression de la consultation des services des domaines et la collectivité sur le prix de vente, qui maintenant est renvoyé à la délibération du conseil d'administration de l'organisme et qui est un point qui n'est pas abordé dans les conventions d'utilité sociale. Autre point important, c'est la possibilité de s'abstraire d'une validation dans le cas de la cession de patrimoine entre organismes de logement social, sauf dans le cas où la cession est importante. C'est l'élargissement potentiel des bénéficiaires de la vente HLM. Alors là, il faudra être attentif à la parution d'un décret qui n'est pas encore paru et qui pourra préciser ce point.
Et puis, la création des fameuses sociétés de vente qui doivent faciliter la tâche des organismes pour aller plus vite dans la vente HLM. Et puis, plus globalement, hein, donc le quatrième point qu'on peut retenir, c'est cette évolution et cette inflexion forte de la vente HLM avec l'intensification du rôle et la dimension économique dans une perspective de compensation financière de la loi de finances pour 2018. Alors, cette évolution technique est vectrice, si je puis dire, d'importantes évolutions politiques et stratégiques, hein, et qui va se poser à la fois pour le secteur HLM et pour les collectivités locales. Le premier point à retenir, et qui fait là aussi écho à ce qu'on a connu en 2007, c'est l'évolution assez nette de la gouvernance de la vente HLM, avec plus d'organismes qui vont être concernés, des organismes qui vont être concernés à titre individuel de manière plus intense, donc cette généralisation en cours de la vente HLM, ce qui va avoir des effets importants sur les marchés locaux du logement, mais également sur les évolutions de métiers que ça peut impliquer pour les organismes, hein, cette nécessité ou pas de développer un métier de syndic, de commercialisateur, mais aussi pour les collectivités locales qui vont devoir s'intéresser à ce marché très spécifique de la vente HLM. L'autre point important, je le répète, hein, c'est l'intensité des enjeux financiers de la vente HLM, alors à la fois pour les organismes de logement social, pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure, hein, cette perspective économique qui va connaître un poids prépondérant, mais aussi pour les collectivités locales, puisqu'on pourra avoir une mise en tension très importante entre les nécessités de vendre des organismes, mais aussi la volonté forte que vont avoir les collectivités locales de maîtriser les aides publiques qu'elles ont pu consentir au départ, dans le financement du logement locatif social, hein, par des aides directes aux bailleurs, par les garanties d'emprunt, mais aussi par des minorations foncières, qui peut poser la question de que devient cette aide locale après la vente HLM, au-delà des seules communes en solidarité renouvellement urbain, et ce qui d'ailleurs fait partie des raisons pour lesquelles la vente HLM en bail réel solidaire connaît un certain engouement. Troisième point important, c'est l'évolution du marché de la vente HLM, hein, qui va s'intensifier, qui va commencer à peser de manière plus significative dans les marchés généraux du logement au niveau local, avec la mobilisation, on peut le supposer là aussi, d'une plus grande diversité de patrimoine, encore plus de copropriété que par le passé, peut-être des nécessités pour certains organismes de logement social de se poser la question quand même des communes en solidarité, en loi SRU et des territoires en quartier en politique de la ville, puisque le stock de logements propice à l'avance voilà, va devenir plus relatif par rapport aux besoins en volume qui vont s'imposer aux organismes de logement social, avec une évolution là aussi probable des cibles et des bénéficiaires de la vente HLM, là aussi un peu à l'instar de ce qu'on a connu en 2017, et notamment la part des ménages locataires du parc social, va-t-il évoluer à l'avenir en termes de capacité, en tout cas de poids dans la vente HLM. Et puis on va être face à un marché plus concurrentiel, puisqu'il y aura plus d'organismes HLM impliqués, et puis parce que les volumes seront plus importants, qui est une question à la fois importante pour les organismes eux-mêmes, mais aussi pour les collectivités locales, et qui aussi est à relier avec la liberté qu'auront les organismes peut-être plus forte de fixer les prix de cette vente, avec effectivement le retrait de l'avis des domaines. Dernier point important sur cette approche plus stratégique et politique, hein, c'est cette évolution aussi des rapports entre les stratégies de court, de moyen et de long terme des organismes de logement social, mais aussi des collectivités locales. On voit bien que les organismes vont être de plus en plus amenés à considérer que quand ils construisent un logement, ces logements pourront être amenés de manière plus automatique à être cédés dans un moyen terme, hein, et donc pour aller sur le marché privé. Et donc cette perspective de la location devenant vente HLM dans un moyen terme va être plus importante pour les organismes, qui peut avoir des incidences sur les caractéristiques des logements qu'ils pourraient être amenés à construire, mais aussi sur leur choix de localisation du parc locatif social, puisque la vente sera plus ou moins facile en fonction des différents marchés. Donc c'est un enjeu pour les organismes, mais c'est aussi un enjeu pour les collectivités locales, puisque là aussi, les PLH pourront avoir la volonté d'accompagner davantage, d'encadrer davantage et de compenser davantage cette perspective plus automatique de la vente HLM. Voilà, donc l'objectif de la webconférence, hein, c'est d'apprécier comment faire converger à la fois cette stratégie plus importante des organismes de logement social et cette pratique plus importante de la vente HLM avec la politique locale de l'habitat, et de voir sur le fond comment il peut y avoir un intérêt commun de la collectivité et de l'organisme à collaborer sur cette question de la vente HLM. Et j'aurais tendance à dire, malgré ce que la loi Elan promeut, hein, d'un rôle plus relatif des élus locaux dans l'encadrement de la vente HLM.
Cet intérêt conjoint à travailler main dans la main, si je puis dire, entre l'organisme et la collectivité locale peut se retrouver à la fois au niveau stratégique, au niveau opérationnel. Au niveau stratégique, il s'agit de voir comment la vente HLM peut contribuer à accompagner cette perspective sociale de la vente HLM que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi cette perspective patrimoniale et territoriale, faire que la vente HLM ne soit pas qu'un objet d'intérêt et de nécessité économique, et donc de ne pas perdre le cap de en quoi la vente HLM peut accompagner les besoins en accession à la propriété d'un territoire, en quoi la vente HLM peut contribuer ou pas à ce rééquilibrage social et territorial, en quoi la vente HLM peut contribuer ou pas à l'évolution positive du rapport entre l'offre et la demande en logement locatif social. Et M. Butet nous en parlera tout à l'heure, puisque c'est un point important d'attention de l'agglomération de Clermont autour notamment des parcs à bas loyer. Il peut y avoir un intérêt conjoint à travailler main dans la main aussi parce que les collectivités locales et les intercommunalités aujourd'hui connaissent et disposent d'une vraie maîtrise des marchés locaux du logement et peuvent accompagner les organismes dans la stratégie de vente sur la bonne connaissance des marchés et donc en cela constituer une réelle aide à la décision des bailleurs sociaux dans leur stratégie globale de vente HLM. La collectivité peut aussi soutenir l'organisme de logement social dans la mise en place de bonnes conditions d'attractivité des programmes qui peuvent être mis en vente en termes de qualité de fonctionnement des quartiers, de services publics, d'accompagnement à l'image sur le fonctionnement général de ces territoires, en termes de projets urbains. Et donc cet accompagnement positif peut être un point très important. L'autre point qui est important à souligner et plus opérationnel dans l'accompagnement de ces collectivités, bien évidemment, les intercommunalités, on le verra je pense tout de suite, peuvent avoir un rôle d'apaisement dans le dialogue entre l'organisme de logement social et l'élu local, notamment dans cette capacité à réouvrir le débat et à l'objectiver. Certains élus locaux peuvent être enclins à considérer que la vente HLM ne doivent pas être ouverte. La collectivité et l'intercommunalité peut dépassionner le débat et l'ouvrir avec des perspectives plus techniques et une appréciation plus objective. L'intercommunalité peut aider les bailleurs à réguler les risques concurrentiels entre eux, du fait de l'intensification du marché que j'évoquais tout à l'heure. Elle peut contribuer à une certaine ingénierie financière en finançant les ménages pouvant acquérir leur logement. Ils peuvent avoir un rôle de capitalisation des pratiques entre bailleurs et accompagner, je disais tout à l'heure, la vente HLM. Voilà, donc pour illustration et pour en terminer sur mon propos, quelques exemples d'instruments, d'initiatives locales que la collectivité peut mettre en place et qui, encore une fois, vont au-delà du seul cadre réglementaire et législatif que j'évoquais tout à l'heure. D'abord, la mise en place d'un cadre territorial de la vente HLM, en amont de la vente HLM, pour énoncer au niveau local à quels objectifs stratégiques et territoriaux la vente doit pouvoir répondre. Ça sera l'exemple de Clermont qu'on va voir tout à l'heure. C'est l'exemple également du Grand Lyon, qui a une démarche actuellement très importante de mise en croisement, si je puis dire, de la stratégie de chaque bailleur avec la stratégie territoriale, avec ce rôle d'aide à la décision de la collectivité pour les différents points que j'évoquais tout à l'heure, et puis notamment ce rôle très important de maîtrise des risques de concurrence et de contradiction entre la politique locale de l'habitat et les ventes HLM de chaque organisme, bien évidemment, notamment sur la loi SRU, mais pas exclusivement sur la loi SRU, par l'agrégation des différents plans de vente au niveau local. Rôle important également de diffusion de bonnes pratiques, de concertation. Ça, c'est un travail que mène la métropole européenne de Lille, qu'on a déjà fait intervenir à cette webconférence de décembre dernier, sur l'accompagnement positif de soutien, mais aussi de soutien vigilant à ces dynamiques de vente HLM, avec le partage de bonnes pratiques, d'expériences, et cette réflexion autour des conditions un peu homogènes qu'on peut avoir sur la vente HLM, et ce qui permet un principe d'équité de prise en charge des ménages accédant à la propriété dans ce cadre. La maîtrise dans la durée de la vente HLM, avec des propositions et des prescriptions qui peuvent être mises en place sur les conditions de permanence et de présence de l'organisme HLM dans la copropriété. Par exemple, la métropole européenne de Lille vous avait indiqué en décembre dernier ses prescriptions en matière de présence de l'organisme dans la copropriété, avec le principe de continuer à être propriétaire de logements permettant d'avoir une majorité des voix dans la copropriété, et puis plus globalement avec un rôle d'accompagnement, de veille et la mise en place de systèmes d'observation au niveau local sur la vente HLM, ce que pratique également la métropole européenne de Lille. Tout ceci, bien évidemment, doit être mis en place à l'aune
la réalité locale, à la fois la légitimité dont dispose la collectivité en matière de leadership au niveau local, en matière de maîtrise et de compétences, d'ancienneté et d'incarnation de la politique locale de l'habitat, avec bien évidemment des collectivités qui sont plus favorisées dans ce rôle, avec une légitimité et une antériorité plus importantes, mais ce qui ne prive pas pour autant les collectivités plus nouvelles sur le sujet des politiques locales de l'habitat de se saisir de cette question. Voilà, j'en terminerai là pour pouvoir effectivement céder la parole à M. Butet qui va nous indiquer en quoi Clermont s'est saisi assez récemment de cette question, mais avec un certain volontarisme. Merci beaucoup, Madame Ledef. N'hésitez pas, chers participants, si vous avez des questions, vraiment, l'onglet questions-réponses est fait pour ça. Profitez de la présence de Madame Ledef pour partager toutes vos interrogations. Pour répondre d'ailleurs à Madame Virginie Parr de la Dréal Bretagne, évidemment, le support de présentation sera disponible en même temps que la VOD de cette webconférence, à savoir d'ici une semaine sur le réseau Habitat d'Idéalco. Monsieur Butet, on va passer à l'intervention de Monsieur Butet, donc directeur de l'habitat de la métropole de Clermont-Ferrand. Monsieur Butet, je viens de vous passer en conférencier. Alors, normalement, Monsieur Butet, vous m'entendez et vous pouvez activer votre micro et votre caméra. Alors, tchouk. Alors, Monsieur Butet, je vois que vous avez activé votre micro. Ah, vous l'avez à nouveau éteint. Et votre caméra. Ok, donc ça c'est bon. Normalement, voilà. Là, vous avez à nouveau allumé votre micro. Démarrer vidéo. Sur le... Ah, super. Bonjour, Monsieur Butet. Bonjour. On ne vous entend pas. On vous voit, c'est déjà pas mal. Pourtant, j'ai l'impression que votre micro est allumé. Ah, là, vous l'avez coupé à nouveau. Là, il est allumé. Vous m'entendez? Il est allumé, mais pourtant, on ne vous entend pas. Est-ce que, à côté du micro, je suis désolée à vous les participants, à côté du micro, il y a une petite flèche, Monsieur Butet? Oui. Si vous cliquez dessus, vous pouvez sélectionner votre micro. Peut-être sélectionner l'autre. Attendez. Alors, est-ce que vous voyez ou pas? Là, vous l'avez coupé à nouveau. Normalement, avec la petite flèche, vous pouvez, Alors, la petite vous pouvez flèche. choisir votre micro. Test du micro. Alors, vous cliquez sinon dans les paramètres audio. Donc, très bien. Ah ouais. Il faut qu'il parle. Et ça vient de chez vous. ok, est-ce que... Alors, apparemment, allez-y, Monsieur Butet, parlez. Est-ce que vous m'entendez? Super, c'est génial, autant pour moi. Alors, je vais vous inviter également à partager votre, du coup, à ouvrir votre PowerPoint, et c'est vous-même qui partagez votre écran, comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Alors, ensuite, pour partager, oui, on a un petit bouton, ah oui, partager l'écran. Voilà. Et donc, il faut ouvrir votre PowerPoint en mode diapo pour que tout le monde le voit. Ok. C'est bon, là? Non. Ah. Partagez l'écran et sélectionnez, du coup, quand il vous propose, ne sélectionnez pas ni écran 1 ni écran 2, mais bien votre PowerPoint. Ah oui, d'accord, ok, ça marche très bien. On y est, ça va aller. Parfait, voilà. Super. Bon, désolé, voilà, et là, en mode diapo. Et ben voilà. C'est super. Bon, désolé pour ces petits contretemps, Monsieur Butet, mais on y arrive. On y arrive. Parfait. Ok, bonjour à tous et à toutes. Donc, oui, je vais apporter ma contribution donc, aux échanges de ce jour avec l'expérience en cours à Clermont-Auvergne Métropole. Et donc, je vais vous présenter un petit peu rapidement et répondre aux éventuelles questions, la situation chez nous. Alors, tout d'abord, quelques données un peu de cadrage pour nous situer. Alors, notre métropole, donc, jeune métropole finalement, puisque en 2016, on était une agglomération
On est passé communauté urbaine au 1er janvier 2017, puis métropole au 1er janvier 2018, dans le dernier wagon des métropoles. Voilà. C'est une métropole de 21 communes, 290 000 habitants. On se positionne dans la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, nouvelle, ça date un peu maintenant, mais voilà, comme capitale d'équilibre de l'ouest régional, un peu en effet miroir de la métropole de Grenoble, et puis derrière Lyon. Au niveau des données habitat, on a environ sur notre territoire 30 000 logements sociaux sur un parc de résidence principale de 145 000. On a environ 68% de ces logements sociaux qui sont concentrés dans la ville-centre, Clermont-Ferrand. C'était un taux un peu plus supérieur il y a 10 ans, mais avec l'effet du PLH et du rééquilibrage, petit à petit, ça se rééquilibre. Donc, on a 14 000 demandeurs de logements sociaux et donc un indice aussi de tension qui est de 1 pour 3, c'est-à-dire une demande pour 3 demandes pour une attribution. On a aussi dans notre territoire 3 quartiers NPRU de priorité nationale, 5 quartiers prioritaires de la politique de la ville, 2 quartiers de veille active. On travaille avec 4 bailleurs sociaux, un lié à Action Logement, un CDC Habitat, et puis un office départemental et un office métropolitain. Et enfin, pour ce qui est de notre politique métropolitaine, c'est une action qui date depuis 2002 déjà. On en est à notre 2e PLH qui prend bientôt fin. On va bientôt enclencher le 3e PLH l'année prochaine, enfin en tout cas les études. On est dans une phase un petit peu d'accélération, c'est-à-dire qu'en étant passé communauté urbaine puis métropole, la politique de l'habitat s'est vue renforcée. Et donc, on a aussi consolidé les équipes de la direction de l'habitat et de la politique de la ville. On est passé d'une douzaine de TP à 25, ça fait beaucoup. Mais il y a eu un effet de rattrapage aussi, puisqu'il nous manquait voilà, quelques ETP pour mener à bien tout ce qu'on avait à mener, notamment l'ANRU, la stratégie de développement, etc. Et donc, on est délégataire de type 2. On a environ 10 millions d'euros de budget par an, dont 7 millions d'euros pour le logement social. Voilà. Et sur les 3 dernières années, on a beaucoup travaillé donc, à la mise en œuvre du PLH, au développement des études NPRU. Donc là, aujourd'hui, on est sur le point de signer la convention sur les 3 quartiers de priorité nationale. Et aussi, on a eu un gros travail de fait sur toute la réforme des attributions. Avec la CIL, on a approuvé le document cadre en fin d'année dernière et puis aussi le CIA et le PPGID là, au 1er semestre. Donc, dans cette dynamique-là, on était un peu locomotive sur notre territoire. En tout cas, on s'est positionné comme chef de file, c'est-à-dire qu'on a eu pléthore de réunions partenariales avec l'État, les principaux partenaires, les bailleurs sociaux. Et dans ce contexte-là, comme tous les territoires, on a dû aussi composer avec la loi de finances 2018, avec l'impact pour les bailleurs sociaux, de la RLS, de l'augmentation de la TVA, etc. Alors, un chiffre un petit peu parlant quand même, je vous ai dit qu'on avait environ une enveloppe de 7 millions d'euros d'investissement en soutien de la production nouvelle, des réhabilitations, etc. Et au niveau de l'impact RLS, TVA, etc., c'est à peu près aussi 7 millions d'euros. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que pilote de l'habitat, tout ce que l'on met en aide propre, volontariste, je ne parle pas des crédits délégataires des aides à la pierre, mais en aide propre, pour les bailleurs, c'est voilà, un petit peu siphonné. Ce qui fait que finalement, pour les organismes, la vente HLM, au-delà des opportunités que ça peut représenter, comme ça a été expliqué, c'est surtout une impérative nécessité de manière à pouvoir reconstituer aussi de la trésorerie, des fonds propres, afin de pouvoir aussi nous accompagner sur notre politique de l'habitat. Donc, dans ce cadre-là, le risque qu'on a identifié assez tôt, finalement, c'est celui des injonctions paradoxales. C'est un terme qu'on utilise souvent, mais finalement, c'est bien le cas. C'est-à-dire qu'on a eu un accord, si on prend la réforme des attributions, on s'est mis d'accord avec l'État local, la préfète, les bailleurs sociaux, sur une stratégie de rééquilibrage en mobilisant, par exemple, les logements à bas loyer hors des QPV.
pour atteindre l'objectif des 25% hors QPV. Et les bailleurs sociaux, ma foi, c'est logique, lorsqu'ils veulent vendre du patrimoine, il faut que ce soit du patrimoine aussi bien localisé, attractif et vendable. Et très tôt, on a identifié le risque qu'à un moment donné, il y ait télescopage entre une stratégie de vente un peu, on va dire, patrimoniale, à visée patrimoniale et donc financière, qui viendrait contredire le travail partenarial qu'on a mené dans le cadre de la CIL, mais au-delà de ça, aussi de notre stratégie PLH, et voire même aussi de ce qu'on met en place dans le cadre du renouvellement urbain et des quartiers en rue. Quartiers en rue, 3 quartiers, on est très volontariste puisqu'on a prévu environ 1300 démolitions de logements sociaux et 1300 reconstitutions. Donc, on démolit de l'offre quand même qui reste à baloyer dans les QPV pour les reconstruire ailleurs. Alors, 60% de PLI, certes, mais voilà, donc on doit trouver in fine un équilibre d'ensemble. Et voilà, très tôt, on a identifié le risque que la vente, finalement, si elle se passait un peu déconnectée du travail qu'on avait mené ensemble, qu'elle se retrouve en contradiction avec ce qu'on avait pu mettre en place sur le territoire. Voilà. Donc, c'était un petit peu une introduction. Au niveau de… Alors, on a bien évidemment récupéré le plus tôt possible les programmes de vente qui étaient imaginés par les organismes. Comme je l'ai précisé, sur les 4 bailleurs, 2 vont mettre en œuvre leur CUS, ont déposé leur projet de CUS cette année, fin juin, auprès des services de l'État pour une signature en fin d'année. Les 2 autres, ça sera l'année prochaine. Donc, on a les projets de plan de vente des 2 CUS, et pour ce qui est des autres organismes, c'est en train d'être travaillé. Voilà, donc c'est une vue un petit peu partielle à ce stade. On n'a pas les plans de vente sur 6 ans des 4 organismes. Mais on s'est attaché à faire un premier travail un peu de cartographie de ces projets de mise en vente. Mise en vente, hein, attention, parce qu'il faut distinguer la mise en vente et la vente. En général, les bailleurs prévoient une dizaine de mises en vente pour une vente effective. C'est un ratio qu'ils ont à peu près repris sur notre territoire, ce qui fait qu'on arrive sur des volumétries assez énormes. C'est des milliers et des milliers de logements mis en vente. Ça peut un petit peu être effrayant pour nos élus si on n'explique pas aussi derrière un peu finement les choses. On s'est attaché à cartographier. Alors nous, on a bien évidemment eu une loupe et une vigilance particulière sur les communes déficitaires SRU. On en a 7 qui le sont encore sur notre territoire. Certaines qui sont loin d'atteindre les 20%, parce que sur notre territoire, ce n'est pas 25, c'est 20%. Et d'autres qui sont presque. Et puis, il y a aussi les communes qui sont sorties il n'y a pas longtemps du SRU et qu'on aimerait ne pas voir retomber dans le SRU. On a aussi sur la ville de Clermont-Ferrand, puisque finalement, c'est un peu là que va se concentrer les projets de vente, et c'est parce que c'est là aussi où se concentre finalement le patrimoine des organismes. On a une vigilance particulière à partir du zonage IRIS, pour éviter autant que possible des ventes sur des secteurs qui sont en deçà de 20% de logements sociaux. Voilà. Donc, on s'est attaché un petit peu à faire cette cartographie. On s'est rendu compte, vous le voyez sur la diapo, que c'est normal, très peu de ventes en QPV, et puis aussi quelques pourcentages de ventes sur des résidences qui, pour nous, ont des loyers accessibles au premier quartier. Ces résidences-là sur lesquelles on compte pour atteindre aussi nos objectifs des 25% hors QPV, tels qu'on a validé avec l'État et les organismes sur notre territoire. On a aussi s'est attaché à faire un petit focus, un petit zoom sur la ville centre, sur Clermont-Ferrand, puisque c'est bien là que se concentre le gros des projets de mise en vente. Et donc, le travail se poursuit, hein, on est en plein dans le travail technique. Tout ce que je vous mets là, vous le verrez, parfois j'indique que ce n'est pas encore validé après pour le projet de charte, parce qu'en fait on est encore dans les négociations. C'est bien avancé avec les organismes, avec les communes, etc. Donc voilà. On va s'attacher aussi à avoir un travail d'analyse cartographique encore plus fin que ce que je vous montre, bien évidemment. On va croiser des problèmes sécuritaires et autres. Enfin, on va balayer plein de thématiques pour in fine repérer en fait d'éventuels risques problématiques et faire état de points de vigilance ou d'attention lorsqu'on rendra notre avis sur les projets de CUS.
Alors, dans le travail, alors on a souhaité aussi assez tôt en fait enclencher un partenariat avec les communes et les bailleurs, puisque comme je vous l'ai dit, ça fait 3 ans qu'on est en chantier et qu'on travaille toutes les semaines, si ce n'est tous les jours, ensemble sur tous nos projets. Donc très tôt, on a eu des échanges un peu informels au début et après un petit peu plus organisés, de manière à pouvoir aussi cibler avec les communes et avec les bailleurs quels pourraient être un peu les enjeux et les points de vigilance sur la vente. Et quand on dit la vente, c'est depuis l'idée de la vente jusqu'au syndicat à la fin de syndic de copro, quoi. Voilà, donc dans ce chaînage, qu'est-ce qui relève de points de vigilance, que ce soit à l'échelon métropolitain, celui des communes et des bailleurs. Donc pour la métropole, vous l'avez compris et ça a été dit lors de la première présentation, nous, ce qui nous importe, c'est que la politique de vente ne soit pas déconnectée, et d'ailleurs, elle ne peut pas l'être de notre politique locale de l'habitat. Voilà, notre PLH, le NPRU, la CIL, etc. Tout est lié, on le voit bien, dès qu'on creuse un peu, en fait, tout est connecté. Donc, à un moment donné, une vente déconnectée de ça n'a pas de sens. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu notre point de vigilance. Et c'est également de pouvoir aussi travailler sur, ça a été dit également en fin de la première présentation, sur finalement un peu le long terme aussi. La vente, là, on s'organise du mieux qu'on peut. Je dis bien du mieux qu'on peut, puisqu'en fait, les délais sont contraints. Le calendrier des CUS pour cette année fait que voilà, nos communes ont reçu des courriers assez tôt. Il fallait se positionner, prendre des délibérations, alors qu'on n'a même pas encore fini ce travail un peu collaboratif de la charte que je vais évoquer là dans la prochaine diapo. Donc, il nous faut travailler aussi sur l'immédiateté, l'urgence du moment de cette année, mais aussi poser les jalons d'une méthode et d'un travail partenarial au long cours qui passera par une gouvernance, une observation. J'y reviendrai. Et puis aussi, c'est la question, donc, dans cette observation, quel impact de la vente sur les marchés immobiliers locaux, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, etc., etc. Au niveau des communes, bien évidemment, en premier lieu, les communes concernées par le SRU. Alors même si la loi a prévu quelques garde-fous sur les 10 ans de comptabilisation pour la vente aux locataires occupants, quid de la vente lorsque ce n'est pas le locataire occupant, donc là, c'est autre chose. Sachant que ce pourcentage de vente aux locataires occupants, j'ai cru comprendre qu'il était un petit peu en baisse. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Donc, il faut aussi, pour les communes, respecter les engagements qui sont les leurs au sein de la CIL et puis plus largement le PLH. La métropole, ce n'est que l'addition aussi des 21 communes, donc on travaille bien évidemment ensemble. Et puis, c'est également veiller à ce que derrière, si vente il y a, que les produits de la vente soient tout ou partie affectés effectivement à du développement pour ne pas diminuer aussi l'offre existante en logements sociaux. Et in fine, c'est une vigilance commune entre la métropole et les communes. Attention aussi à ce que derrière les copropriétés qui soient créées ne soient pas à terme en fragilité ou voire dégradées. Au niveau des bailleurs, nous, on attend aussi à ce que derrière, ils puissent respecter les engagements qui sont les leurs dans le cadre de la CIL. Ils ont des objectifs territorialisés par commune. Et donc, c'est quelque chose qu'on souhaitera, voilà, qu'il soit une grande vigilance à ce qu'il y ait un respect de ces engagements-là. On attend d'eux aussi à ce que derrière, ils puissent reconstituer de la trésorerie pour in fine nous accompagner aussi sur les enjeux locaux. Le NPRU, c'est un gros programme, c'est un gros projet et ça va aussi impacter les bailleurs, certains plus que d'autres, mais ça va impacter fortement leurs fonds propres sur une période assez longue. Donc, il faudra qu'ils puissent bien évidemment avoir de quoi s'engager. Et enfin, sur le volet des copropriétés, on souhaite aussi qu'ils puissent être vigilants sur la consolidation de leur organisation interne de manière à consolider ce volet-là. Tout ça, ces points de vigilance nous a amené à nous poser la question de qu'est-ce qu'on met en place, d'où notre projet de charte de la vente responsable. Alors, pourquoi une charte ? Ça n'a aucune valeur contraignante, ce n'est pas une obligation de la loi, mais au moins ça pose un cadre. Et qui plus est, sur notre territoire, dans le cadre des travaux qu'on a mis en place dans le cadre du NPRU,
on a travaillé à une charte de relogement qui avait plutôt bien fonctionné, qui a permis justement de se retrouver autour de la table avec tous les partenaires et de poser un peu sur le relogement NPRU quelles étaient les attentes des uns des autres. Et voilà, ça a donné lieu à une charte qui a donné satisfaction, qui a été signée par toutes les communes et les principaux partenaires. Comme ça a bien marché, on s'est dit on va reprendre la même recette tout simplement, puisque voilà, c'est l'occasion de débattre, d'échanger, et aussi pour ce qui est de la métropole, de se remettre un petit peu dans le jeu et la boucle de cette vente, puisque la loi Elan nous a en partie mis de côté, je trouve, sur cet aspect-là, alors que dans les faits, voilà, depuis 2014, les différentes lois nous ont positionné les intercos en tant que chef de file. On nous demande de s'impliquer sur les stratégies de peuplement, le PLH, mais de l'autre côté, la vente qui a un impact sur tout ça, on est un peu moins dans la boucle et ce n'est pas satisfaisant, puisque je ne vois pas comment on peut piloter une politique locale de l'habitat si sur ce segment-là de la vente, on n'a pas aussi notre mot à dire. Donc la charte, pour nous, c'est l'occasion de se remettre dans ce positionnement métropolitain, un peu de pilote des politiques locales de l'habitat, et puis de poser un cadre, mais un cadre pas imposé, mais justement discuté, dans une logique un peu gagnant-gagnant d'intelligence collective. C'est ce qu'on a souhaité faire. Donc, vous voyez les objectifs, c'est donner et disposer, définir ensemble un cadre d'orientation qui vise à sécuriser tout le monde, sécuriser les communes, les élus qui peuvent être effrayés par les chiffres de mise en vente qui sont quand même très conséquentes sur les 6 ans d'ECUS, sécuriser les organismes, puisque derrière, le fait de border les choses et de sécuriser, d'identifier les risques et proposer des solutions, c'est aussi pour eux un gage de sécurité. Et puis, sécuriser la métropole sur sa politique locale de l'habitat, à savoir que derrière la vente, ça ne va pas contre ces politiques locales, mais bien ça peut les accompagner, voire même offrir, pourquoi pas, d'autres possibilités et opportunités. Voilà, grosso modo, donc les vigilances métropolitaines, je ne vais pas y revenir, c'est un peu plus détaillé, mais bon, voilà, c'est celle que j'ai déjà évoquée. Alors, bon, là, j'ai mis un plan prévisionnel de la charte. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu pas mal de temps d'échange et de groupes de travail avec les organismes, et aussi on a évoqué le sujet dans les instances si partenariales qu'on a avec les communes, même si le travail n'est pas encore finalisé. L'objectif, c'était un petit peu de croiser un peu c'est quoi la vente depuis la mise en vente jusqu'à la gestion copro à la fin, quels sont les enjeux des uns et des autres, et à la fin, de pouvoir travailler sur 6 orientations que vous voyez apparaître à l'écran, avec, in fine, des partenariats, des principes d'action, voire des engagements des uns et des autres, selon un peu les orientations et ce qui a été identifié. Si je fais des petits focus et des petits zooms, sur la première orientation, on est sur cette articulation entre les stratégies locales de l'habitat et aussi les stratégies des organismes sur cette vente. Donc, on a ce qu'on appelle des engagements prévisionnels. Alors, ce n'est pas forcément exhaustif, mais en tout cas, c'est les principaux engagements. Donc, pour ce qui est, par exemple, des communes SRU, la métropole, elle, ne se positionne pas de facto pour la vente de logements sociaux sur ces communes-là, ni d'ailleurs sur les secteurs IRIS de moins de 20%. Pour autant, notre objectif aussi, c'est d'avoir une relative souplesse. Alors, la souplesse, c'est là où, à un moment donné, se passe le gros des débats et des échanges avec nos partenaires. C'est comment formuler les phrases de manière à être assez précis quant à nos orientations, mais aussi assez souple quant à la capacité à discuter. Puisque, par exemple, imaginons qu'il y ait un programme de vente sur un secteur IRIS de moins de 20%, mais pour autant, dans le développement, l'offre de développement, on a, je sais pas, 10 ventes et 30 reconstructions. Par reconstruction, construction. Voilà, ça peut se discuter, ça peut s'échanger. Ça doit aussi s'apprécier au regard de la stratégie aussi communale et intercommunale sur les quartiers, les projets structurants qui sont en cours, la mixité qu'on veut développer, etc., etc. Donc, on a des positionnements de principe, des points de vigilance, et après surtout des espaces d'échange, de discussion pour se dire peut-être que cette vente-là, de facto, on n'y était pas forcément de prime abord favorable, mais pour autant, démontrez-nous l'intérêt au regard un petit peu de votre stratégie de développement, et aussi nous au regard de notre propre stratégie. Voilà. Donc on a une relative aussi souplesse à trouver, et ce curseur
est encore en discussion à ce jour entre les organismes et avec nos communes. Donc, bien évidemment, on souhaite qu'in fine, l'offre nette en logement social, notamment sur les communes SRU, soit positive. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il y ait plus de reconstruction que de vente. Et la question sur les communes SRU, elle ne se pose pas de la même manière. On a des communes déficitaires qui ont du foncier et de la capacité de développement. On a d'autres communes où ce n'est pas le cas. Il n'y a quasiment plus de foncier, donc il n'y a plus beaucoup de marge et il y a pourtant un gap assez important pour atteindre les 20%. Donc dans certaines communes, ces communes-là, en tout cas, se sont même positionnées, certaines, directement contre la vente HLM sur leur territoire. Voilà. Également, la vente HLM, pour notre part, sur notre stratégie NPRU et QPV, on se dit que c'est peut-être aussi quelque chose à imaginer dans une logique de mixité. Mais bon, ça nécessite encore discussion, puisque entre la théorie et la pratique d'une vente sur ces secteurs, ça mérite vraiment une analyse très fine pour éviter aussi que cette mixité, enfin que ça soit bien dans le sens d'une mixité positive et pas autre chose. Voilà. Pour ce qui est des orientations 2 à 5, donc là, c'est la question effectivement de la qualité des résidences qui vont être mises en vente. Alors bien sûr, la loi pose des jalons un peu sécuritaires sur les étiquettes de performance énergétique. Les bailleurs, bien évidemment, sont sensibles à ça et puis ils sont assez sérieux aussi sur notre territoire. Donc les résidences mises en vente, normalement, voilà, ça va être des résidences de qualité qui ne mettront pas en difficulté les futurs copropriétaires. On souhaite également, comme je l'avais indiqué, analyser et mesurer les effets de la vente sur les marchés immobiliers. Alors, de prime abord, sur des premiers calculs, on s'aperçoit que le cumul des plans de vente, ça devrait représenter sur le marché de la vente en secteur privé sur notre territoire entre 10 et 15%, a priori, d'après les premiers calculs, mais ça nécessite une analyse un petit peu plus fine. Donc, on ne serait pas non plus sur, a priori, un déséquilibre très, très important. Par contre, effectivement, les produits vendus le seront normalement avec une décote si c'est colocateur HLM, mais peut-être que ça apporterait une stabilité des prix, on ne sait pas trop. Voilà, on ne sait pas trop. Par contre, on doit poser les jalons d'une observation et on suivra ça dans la durée. On souhaite aussi que les bailleurs puissent être très vigilants et actifs sur la question de la copropriété. La vente, elle se passe sur le long terme. Lorsqu'on met en vente une résidence, en général, c'est plutôt sur les 2 premières années que les ventes se font. Et après, il y a un tassement dans le temps. Et donc, comment gérer la copro de manière à ce que ça se passe le mieux possible. Ça pose plein de questions quand on creuse un peu. En tout cas, les bailleurs s'interrogent beaucoup, nous aussi. Et je pense qu'il faudra, voilà, on va suivre ça de près. Et puis aussi s'assurer que les ménages qui achètent, on ne les mette pas en situation de fragilité dans le temps. Donc, c'est être vigilant par rapport à ça également. Pour le cadre partenarial, donc on va avoir des instances de suivi. On va mobiliser l'Observatoire métropolitain de l'habitat qu'on est en train de retravailler, de refondre avec l'agence d'urbanisme. Et donc, on va aussi surtout poser un petit peu, refondre un peu nos outils d'observation et d'analyse. Actuellement, pour cette année, on est en train de travailler. On a un fichier Excel où on croise justement plusieurs types de données pour un peu identifier, flécher toutes les résidences mises en vente et voir si finalement il n'y a pas sur les propositions des organismes des points d'attention, de vigilance particulière au regard de tous nos critères d'analyse. Voilà. Et également, la métropole aussi est accompagnée par un prestataire, un bureau d'études sur cette démarche-là. Hop. Alors, in fine, si tout fonctionne bien et si on arrive donc au bout de nos échanges et avec nos partenaires, on devrait, in fine, avoir un schéma prévisionnel qui devrait ressembler à ça. Donc, vous avez effectivement en vert un peu le process classique pour la vente au niveau de ce qui est prévu par la loi, donc avec les CUS et également les programmes qui ne sont pas forcément intégrés dans les CUS mais qui viendraient après. Et donc, voilà, c'est un process dans lequel finalement les métropoles n'ont pas tellement leur mot à dire finalement, sauf si on est signataire des CUS où là on a un avis à émettre, mais qui est qu'un avis.
L'idée de la charte, c'est de faire en sorte que lorsque les organismes ont un plan de vente dans le cadre des CUS ou même des futurs programmes qui n'étaient pas ciblés dans les CUS, qu'on puisse à un moment donné, dans les instances qu'on va mettre en place de concertation et d'échange, pouvoir discuter ensemble sur ces programmes de mise en vente et pouvoir aussi avoir cet échange, ce dialogue possible de manière à nous indiquer nos points de vigilance si on en a trouvé, de manière à ce que derrière, le bailleur puisse aussi faire les ajustements qui conviennent afin qu'in fine, le programme mis en vente soit bien cohérent avec tout le travail qu'on a calibré dans le cadre du PLH, de la CIL et du NPRU. Voilà. Et puis à la fin, donc, c'est cette observation dans le cadre de l'Observatoire métropolitain de l'habitat qui nous permettra dans la durée d'identifier si ça fonctionne ou pas. Dans notre calendrier prévisionnel, donc on est quand même bien avancé à ce jour sur nos échanges. La charte a bien pris forme. On en est dans cette phase un petit peu délicate de finaliser les tournures de phrases de manière à ce qu'on soit dans cette logique un peu de gagnant-gagnant, comme je vous l'avais indiqué. On a encore des temps d'échange collectifs avec les communes. On en a aussi avec les bailleurs et in fine, nous, on souhaite passer les délibérations au Conseil métropolitain qui se tiendra le 15 novembre prochain, donc en validant nos avis sur les deux CUS qui sont déposés cette année, et puis aussi en soumettant à l'approbation du Conseil métropolitain de nos élus le projet de la charte, sachant que nos partenaires, enfin les communes, devront in fine également délibérer, ainsi que les organismes de logements sociaux et l'interbailleur. Voilà. Et si tout fonctionne bien, on devrait être signataire des CUS en fin d'année avec aussi une signature de notre charte. Voilà. Bon, voilà, c'est notre modeste expérience. On essaie de faire du mieux qu'on peut, on essaie de gérer l'urgence du moment et aussi de poser les jalons d'un partenariat solide pour le futur. Et on espère que ça va fonctionner. Mais on manque un peu de recul à ce stade-là. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Butet. Oui, on peut arrêter le partage d'écran. Ok. Donc, super. N'hésitez pas, monsieur, dames les participants, on n'a pas encore de questions, donc vraiment, l'onglet questions-réponses, bougez la souris un petit peu sur votre écran et vous allez voir apparaître questions-réponses pour poser à l'écrit à monsieur Butet et madame Ledeuf. Je crois que madame Ledeuf avait des questions pour vous, monsieur Butet. Oui, alors le temps que notre public, si je puis dire, pose ses questions. Première question, l'appréciation de cette démarche par les communes et par les organismes de logement social. Est-ce que c'est perçu comme, est-ce perçu et jusqu'où est-ce perçu comme une valeur ajoutée, le fait que la métropole s'en saisisse par rapport aux communes d'une part, et puis d'autre part par rapport aux organismes sur la capacité d'accompagnement, sur les principaux points de vigilance de la vente HLM, même dit d'un organisme. Pour ce qui est des communes, on a donc dans les instances qui sont les nôtres, on a eu au moins 2 ou 3 fois l'occasion d'échanger en bureau métropolitain avec les maires qui… alors c'est vrai que c'est un sujet, la vente, qui fait vraiment débat, qui pose beaucoup de questions à plein de niveaux, et c'est vrai que les premiers échanges sous l'angle de l'inquiétude en tout cas des élus sur ces ventes, sur ce que ça veut dire, sur l'impact sur les communes déficitaires, etc. Le fait de proposer que la métropole se saisisse de la charte et qu'on travaille à une solution un peu de mise en cohérence, ça a plutôt eu tendance à rassurer. Donc l'accueil a été positif. Le président, bien évidemment, l'a validé, les élus du conseil, du bureau également. Donc on a eu l'unanimité pour travailler là-dessus, et donc c'est ce qu'on fait, et on a cet accord-là. Voilà. Pour ce qui est des organismes, mon sentiment, c'est que ils sont pris par l'urgence. La vente, ça leur tombe un petit peu dessus. La RLS leur était tombée dessus. Aujourd'hui, ils se sentent… C'est difficile de parler pour eux, mais c'est mon sentiment. Ils se sentent peut-être un peu pris en otage de tout ça. Ils se retrouvent un peu… Ils n'ont pas le choix. C'est un peu ce qu'ils nous disent. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils vendent. Ce n'est pas ce qu'ils souhaitent forcément faire, mais pour autant… leur modèle économique global ne tient pas à plus de quelques années. S'ils n'arrivent pas à reconstituer de la trésorerie, ils ne pourront pas nous suivre
sur le droit commun du PLH, sur le NPRU, sur les rénovations thermiques de leur parc, etc., etc. On a mis la barre assez haute, on a tous des objectifs ambitieux, on a des 13-14 000 demandes de logements sociaux. Il faut voilà, il faut qu'ils aient du répondant, mais à un moment donné, ils peuvent, enfin voilà, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils peuvent plus avoir ce répondant s'ils n'arrivent pas à reconstituer la trésor. Donc, de facto, ils ont dû se mettre très, très rapidement en ordre de bataille pour arriver à identifier des secteurs attractifs de vente. Ils se sont mis dans une logique plutôt patrimoniale. Où est-ce qu'on peut faire de la vente? Et surtout, d'ailleurs, ce n'est pas tant la quantité que la qualité et de vente qui va rapporter aussi, finalement, cette trésorerie dont ils ont besoin. Et lorsque nous, on est arrivé avec notre casquette un peu métropole, etc., ils nous connaissent bien, ça fait 3 ans qu'on bosse ensemble, je vous l'ai déjà dit, mais peut-être que leur première réaction, ça a été de se dire, ma foi, c'est déjà assez complexe comme ça, qu'est-ce que vous allez nous proposer? Mais finalement, comme on a des très bonnes relations de travail, c'est vrai qu'on a 4 bailleurs, on se connaît bien. Il y a d'autres territoires où j'ai pu travailler, c'est 20-30 organismes, donc c'est plus compliqué dans ces cas-là. Nous, c'est 4 organismes. Donc, en fait, on se connaît très bien. L'interbailleur aussi joue son rôle. Donc, finalement, très, très vite, ils ont compris aussi, je pense, l'intérêt pour eux. C'est un sujet qui effraie les maires, qui fait peur. Un travail partenarial de chaque accord sur les langues, de le porter pour minimiser les risques, etc. Ils ont très vite compris aussi quel était finalement l'intérêt qui était le leur là-dedans. Voilà, c'est aussi donc finalement il y a quand même un consensus et tout le monde comprend qu'on a intérêt à bosser ensemble et pas en silo, parce que le silo finalement ça serait catastrophique pour tout le monde. Voilà. Et l'État? Alors l'État, avant de se lancer dans cette démarche-là, on a bien évidemment échangé avec l'État sur notre projet de charte. Bien évidemment, l'État, on a des très bonnes relations locales. On est délégataire des aides à la pierre. L'État on a copiloté la CIL. L'État, finalement, on partage les mêmes objectifs avec eux de rééquilibrage, de peuplement. La préfète est très investie. L'État est OK pour ce travail de charte, puisque ce n'est pas une obligation réglementaire, mais finalement, du moment que la charte ne va pas contre la loi, je veux dire, à un moment donné, on respecte le cadre réglementaire, à partir de là, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas finalement y travailler et sous une casquette un peu métropolitaine et qu'on remette un peu de l'ordre et du sens en lien aussi avec le NPRU, dans lequel voilà, on a travaillé très fortement avec l'État local qui appuie à 100% notre programme, qui l'a défendu d'ailleurs en comité d'engagement. On a aussi la CIL copilotée. L'État comprend qu'à un moment donné, une vente travaillée en silo par les organismes sans focale un peu globale et d'ensemble n'a pas de sens non plus. Donc l'État, ils sont OK. Voilà. Merci beaucoup. On a une question d'un participant, donc Madame Nathalie Atté de la communauté urbaine d'Arras. Bonjour, avez-vous négocié le réemploi du produit des ventes avec les bailleurs et est-ce que des engagements seront intégrés dans la charte, s'il vous plaît? Alors, pour l'instant, ça fait partie des discussions en cours. Ce qu'on a indiqué à ce stade-là dans la charte, c'est finalement les 50% sur le SRU. Voilà. Et aussi le fait qu'on allait être clairement vigilant sur le réemploi des produits de la vente sur notre territoire. En fait, de vous à moi, ça dépend des organismes. Pour les organismes un petit peu locaux qui sont voilà, l'office départemental, l'office métropolitain, même l'organisme affilié à Action Logement, le gros de leur patrimoine, il est sur la métropole, qui est le secteur un peu plus attractif finalement. Et donc, leur volonté de développement reste sur la métropole. C'est là où la demande est positionnée, etc. Donc, je ne suis pas tellement inquiet. Là où on va être super vigilant, mais c'est plus l'année prochaine, c'est CDC Habitat, finalement, qui est aujourd'hui un groupe national avec une antenne locale. Alors, heureusement pour nous, c'est le plus petit des organismes. C'est celui qui a le moins de patrimoine et pour lequel, finalement, la mise en vente, en termes de chiffres, ce sera le moins important. Qui plus est, ils ne sont pas forcément non plus trop positionnés sur le secteur SRU. Donc, in fine,
Je pense que ce risque va être maîtrisé localement. On n'a pas de gros enjeux d'une vente qui finalement réalimenterait des fonds qui repartiraient ailleurs sur d'autres territoires. Ça peut peut-être arriver, mais on va être vigilant à ce que ça ne soit pas le cas. Voilà. Merci beaucoup. Une autre question de Madame Peggy Martini, donc du CEREMA. Avez-vous fait un bilan de l'activité de vente au cours des dernières années sur votre territoire? On est en cours. En fait, finalement, la volumétrie, elle n'était pas très importante. On va dire que par rapport à ce qui est prévu, en fait, tous les organismes, on va dire qu'ils vont tripler ou quadrupler ce qu'ils faisaient avant, à peu près. C'est ça qui va se passer. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui fait qu'on va avoir un volume de mise en vente assez énorme. Enfin, énorme, au moins 3 000, 4 000 logements, 3 000. Ça fait beaucoup, en fait. 3 000 sur 30 000 logements sociaux, ça fait quand même 10%. Alors, de mise en vente, bien évidemment. La vente effective, on sera plutôt autour de 300, je dirais. 300. Dans les faits, on avait finalement peu de ventes sur notre territoire. Et à vrai dire, pour ce qui est de notre interco, on s'en souciait assez peu finalement. Comme c'était un volume de quelques dizaines de logements, bon, c'était pas prégnant et sur le coup, on n'avait pas forcément mis, nous, de focale particulière là-dessus. On était plutôt centré sur le développement, l'offre nouvelle. Alors par contre, là où effectivement, on a une grande vigilance et on est en train de mouliner les chiffres, c'est bien évidemment d'analyser ce qui s'est passé avant, c'était quoi les ventes, c'était quoi aussi la volumétrie de production de droit commun PLH et comment aussi sur les prochaines années, c'est-à-dire les 6 ans qui viennent, c'est quoi l'offre nette, c'est-à-dire quand on met les démolitions NPRU, la reconstitution, la vente HLM et le droit commun, ça donne quoi chaque année sur les années précédentes et sur les années qui viennent. Ça, ce travail, il est en cours, on ne l'a pas finalisé, par contre, ça nous intéresse vraiment. C'est-à-dire, c'est cette notion d'offre nette, c'est quoi? Est-ce que on est en train effectivement de poursuivre la dynamique de développement de l'offre en logement social sur notre territoire ou est-ce que finalement, il y a un fléchissement voire une décrue. Alors, il n'y aura pas de décrue, mais que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est vrai qu'on n'a pas encore les chiffres. Ça fait partie de cette notion d'observatoire que l'on souhaite mettre en place et d'analyse très fine. Mais ceci dit, en passant, là, on est en train de voir les organismes sur leur projet de CUS. C'est pas évident non plus. Les projections à 6 ans, en avant, c'est un peu compliqué pour eux. Sur la production neuve, dans le contexte actuel que l'on connaît, avec une coupure en 2022, etc., ma foi, parfois ça relève d'une boule de cristal. Donc, ça va être à grande maille, à grands chiffres. Mais par contre, il faut observer, ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Madame Martini poursuit sa question par rapport à ce que vous venez de dire. Si vous observez une vente effective de 10% sur le volume total mis sur le marché, ne craignez-vous pas une explosion de la vacance dans le parc mis en vente et donc un impact non négligeable sur les copropriétés créées? Oui, c'est un risque qu'on a identifié. Maintenant, on compte sur le pragmatisme également des organismes. C'est-à-dire que comme les organismes ils sont un peu étranglés financièrement avec la RLS, etc., c'est pas non plus dans leur intérêt de laisser des logements vacants, sans loyer, vitam aeternam. Donc, pour avoir échangé avec eux très récemment, c'était hier et avant-hier d'ailleurs, ils sont en train de réfléchir aussi de leur côté à cette notion de vacances. Combien de temps ils laissent vacant, à partir de quand ils remettent en location finalement, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de laisser un logement vacant ad vitam aeternam, ce n'est pas possible. Donc, je pense qu'à un moment donné, on va continuer à travailler ça avec eux, mais je ne suis pas certain, à cause justement, ou grâce, je ne sais pas, aux contraintes financières, ils ne peuvent pas se permettre de laisser des loyers à vide pendant trop longtemps, ça c'est clair. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu plus, c'est qu'une fois que vous mettez une résidence aussi en vente, à la vente, normalement, vous retirez aussi de cette résidence des attributions. Voilà, donc c'est là où on était un peu vigilant par rapport à la CIL et à nos objectifs de la convention intercommunale d'attribution. On a ciblé des résidences sur lesquelles on souhaite à un moment donné pouvoir, lorsqu'il y a une relocation, pouvoir
permettre de les attribuer à des ménages du premier quartile. On a besoin de petits logements à bas loyer. Voilà. Et parfois, c'est des typologies qui peuvent aussi intéresser certains organismes pour la vente. C'est là qu'il faut qu'on trouve un point d'équilibre. Et c'est toute la difficulté finalement. C'est-à-dire que si on est trop contraignant, dans la mesure de ce qu'on peut contraindre finalement aussi, parce que la loi fait que l'avis à donner. Mais si on a un positionnement un petit peu ferme, ça ne permet pas aux organismes de vendre. Derrière, on ne constitue pas la trésorerie, nous accompagner sur les objectifs qu'on leur assigne dans le cadre du PLH, du NPRU, etc. Donc, ça pose souci. Si jamais on n'est pas un minimum contraignant ou qu'on ne pose pas un cadre et des jalons, et si c'est qu'une logique patrimoniale, et ben là, ça ne va pas non plus. Donc, il faut vraiment qu'on trouve ce juste milieu, ce curseur. C'est ce qu'on essaie de s'attacher à trouver dans le cadre de la charte. Ce n'est pas évident, mais je pense qu'on va y arriver. Voilà. Merci beaucoup. Alors, une autre question de Monsieur Manteca. La rénovation des immeubles mis en vente, notamment énergétiques, est-elle systématiquement prévue par la charte ou existe-t-il des critères? Monsieur Manteca, qui nous vient de Trois-Champagne Métropole, pardon. Déjà, la loi Elan, je suppose, de mémoire, pose des critères. Il y a des étiquettes énergétiques, les passoires thermiques qui ne peuvent pas être mises à la vente, déjà. Ensuite, nous, dans le cadre de... ça fait plusieurs années aussi qu'on mène une politique volontariste d'accompagnement des organismes sur la rénovation thermique de leur patrimoine. Il y avait le Grenelle de l'environnement qui, à l'époque, fixait aussi l'échéance 2022 de mémoire, ou 2020, je ne sais plus, 2022 peut-être, sur la rénovation du patrimoine le plus énergivore. Donc, finalement, nos organismes, ça fait quand même pas mal d'années qu'on les accompagne avec un dispositif de soutien, avec le département d'ailleurs, depuis le Dôme, 1 euro de la métropole, 1 euro du département en soutien des rénovations thermiques. Alors, la plupart du patrimoine aujourd'hui est en étiquette C. Il y a encore du patrimoine en EFG, mais moins qu'avant. Donc, finalement, on continue à notre soutien sur la rénovation thermique du parc. Pour ce qui est de la vente, la loi borde un peu les choses. Et après, nous, on va être un peu vigilants à ce que derrière la résidence mise en vente, elle soit quand même de qualité. Mais je pense que c'est aussi finalement l'intérêt de l'organisme à ne pas faire n'importe quoi, puisque derrière, il aura aussi à jouer un rôle dans le syndic. Et puis, si jamais les locataires sont mis en difficulté, derrière, ça mettra en difficulté l'organisme. Donc, nous, en tout cas, sur notre territoire, on a des organismes assez sérieux qui vont faire attention à ça, et nous-mêmes, on sera vigilants. Mais voilà, on n'est pas trop contraignant finalement dans la charte, on se positionne sur ce que dit la loi, et après, on aura ces échanges dans le cadre des instances de gouvernance et de partenariat, d'échanges, mais je pense normalement, il n'y a pas trop de risques, j'espère. Je précise d'ailleurs qu'effectivement, la loi prévoit un encadrement de la performance énergétique des logements pouvant être cédés, qui sont définis à l'article R443-11-1 du CCH, et effectivement avec l'exclusion des classes énergétiques F et G. J'en profite pour vous poser peut-être 2 questions complémentaires. Elan propose aussi des dispositifs au travers d'un certain nombre de mesures portées un peu de l'ordre de l'expérimentation, de sujets d'avenir, de type vente en différé des parties communes ou passage a posteriori en régime de copropriété, vente HLM en bail réel solidaire ou encore VIR. Est-ce que c'est des sujets qui ont fait l'objet d'interrogations au niveau local, ou est-ce que c'est peut-être des sujets un peu décorrélés de la charte qui est un peu un chapeau politique et d'harmonisation des pratiques? Alors, ça sera un sujet décorrélé. C'est quelque chose sur lequel il faut qu'on se penche. Voilà. Dans les délais qui sont les nôtres, pour passer le 15 novembre notre charte, ça veut dire quasiment la finaliser sous 2 semaines, quoi. Donc, à partir de là, on est plus sur un chapeau un peu politique, un peu structurant. Voilà. Mais par contre, oui, le travail se poursuit. Derrière, ce n'est pas une charte pour une charte, c'est derrière des instances d'échange, de dialogue, et puis on va continuer à creuser. Ce que vous avez dit, d'ailleurs, m'a interpellé dans votre présentation, en fin de présentation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les bailleurs, eux, sur leur politique de développement, c'est demain, lorsqu'ils font un programme, ils imaginent aussi qu'est-ce qu'on va pouvoir vendre dans 15-20 ans sur ce programme-là. Et de facto, nous, ça nous interroge clairement sur notre dispositif d'aide.
à la pierre. Comment demain, est-ce qu'on fait évoluer les choses? Oui, non, comment? Alors, nous, on a aussi les échéances électorales. Hein. C'est l'année prochaine, ça va venir très vite. Donc, la remise à plat d'un dispositif de soutien ou en lien avec tout ce qu'on a développé, ce sera sûrement un des chantiers qu'on va mener l'année prochaine, ça c'est clair. D'autant plus qu'on relance un PLH troisième génération. Mais ça, c'est des vraies questions qu'on aura sur la table et pour lesquelles on devra apporter des réponses, peut-être même avec la future majorité. Voilà. Dans les questions aussi qu'on se pose, nous, j'en profite pour moi poser une question, concernant les mesures incitatives sur la vente en commune et SRU, ce qui est prévu, c'est mise en vente aux occupants, les logements sont comptabilisés 10 ans. Mais en cas de vente à un locataire du parc HLM autre que celui qui est occupant ou même à un autre individu. Que dit la loi finalement? Parce que pour moi, il y a toujours un flou. La loi par rapport à la possibilité. 10 ans, c'est 5 ans, c'est 0, c'est quoi exactement? Est-ce que vous avez des éléments de réponse? Parce qu'entre l'État local et la DHUP, c'est pas si clair que ça. Et pourtant, c'est un peu pour nos maires qui, à un moment donné, nos bailleurs, en tout cas il y a quelques mois, lors des premiers échanges, c'était un argument qui a été mis sur la table pour rassurer les maires des communes SRU. Mais quand on creuse la question, il y a quand même un flou. Voilà. Alors, c'est un flou qu'on a apporté avec vous, puisque c'est les équipes d'Espacité qui ont le plaisir de vous accompagner sur cette charte. J'ai la même réponse que vous ont fait les équipes, hein, c'est qu'effectivement, c'est flou. Donc ça, c'est un vrai sujet d'avenir. Bon, je ne sais pas si certains de nos participants ont eu des réponses locales différentes, sachant que c'est déjà un sujet qui, au départ, est assez peu connu. Hein, le fait qu'en théorie, la vente HLM n'est prise en compte dans la loi SRU que dans des mesures restrictives. Ça, souvent, les collectivités locales n'en ont pas conscience. Voilà, donc vous êtes un peu plus éloignés, un peu plus avancés que certaines d'entre elles. Et je ne suis pas certaine que dans les participants, ce soit des collectivités qui aient la réponse. Il faudrait peut-être poser la question effectivement à la MEL ou au Grand Lyon, hein, qui sont comme vous très actifs sur le sujet, et qui ont peut-être soulevé la même ambiguïté sur cette question-là. Mais encore une fois, là pour le coup, on a expertisé de près la prise en compte de la vente HLM en bail réel solidaire, là, qui pour le coup est pris ad vitam aeternam dans la loi SRU en compte, puisque les logements tant qu'ils sont démembrés restent des logements considérés comme des logements SRU au titre de l'article 55, à la réserve près, mais qui est assez peu contraignante dans la vente HLM, de la vente à des ménages sous plafond de revenus PSLA. Mais là, on est certain que les logements sont pris en compte dans la très très longue durée en tant que logements sociaux, ce qui est quand même un garde-fou très important, au-delà du fait que ça sanctuarise des aides publiques et de nombreux autres apports de ce type de modèle. Merci beaucoup à vous. Non. Alors, si nous arrivons au terme de notre conférence, donc je rappelle peut-être 2 éléments de complément. Donc, n'hésitez pas à vous référer à la webconférence de décembre 2018 qui était passée un peu plus longuement sur les dispositions justement législatives et les nouveautés de la loi Elan. Et j'en profite pour vous indiquer qu'on a eu le plaisir de réaliser pour le compte de l'USH un ouvrage repère numéro 61 et 61 bis sur la vente HLM, nouveaux enjeux, nouvelles stratégies et nouveaux outils avec notamment tout le cadre législatif réglementaire, mais aussi les aspects très pratiques et les stratégies de portage de la vente HLM par les organismes de logement social et en lien avec les collectivités locales, ainsi qu'un autre ouvrage plus court qui a été diffusé à l'occasion du congrès HLM sur justement la vente HLM en bail réel solidaire, qui a fait l'objet d'une étude approfondie que nous avons fait pour l'USH et la Fédération des COP et qui pourra donner lieu d'ailleurs à une prochaine webconférence. Voilà. Merci. Est-ce que par tout hasard, ces documents seraient disponibles téléchargeables? Je ne suis pas certaine, en tout cas pour les adhérents de l'USH, oui. Pour les non-adhérents, la question est plus entière. Cet ouvrage ne nous appartient pas totalement à titre de propriété intellectuelle, puisqu'on l'a réalisé pour l'Union sociale pour l'habitat, mais je pense que les collectivités qui voudraient y avoir accès peuvent aussi s'adresser à leur association régionale qui pourront leur transmettre. Je mettrai un petit mot à ce propos avec le replay de la webconférence et donc les supports de présentation de nos 2 intervenants d'aujourd'hui, donc d'ici une semaine, avec tous les liens. Écoutez, merci beaucoup. On n'a pas d'autres questions. Merci à tous les participants d'avoir suivi cette webconférence. Merci beaucoup à vous, Monsieur Butet,
pour ce retour d'expérience et à vous, Madame Ledeuf, pour ces éclairages également. Avant de vous quitter, moi, chers participants, je vous retrouve donc le 22 octobre prochain à 10 h pour un retour expérience de l'ADIL du Finistère ainsi que du département du Finistère sur toute leur politique LHI, leur coordination départementale et comment ils fonctionnent pour leur politique LHI. Et on se retrouvera ensuite le 12 et le 19 novembre pour une intervention de l'ANA sur toute l'ingénierie des opérations programmées avec la phase amont et la phase de suivi et pendant l'opération. Voilà. Et le prochain jeudi de l'habitat aussi. Et le prochain jeudi de l'habitat aura lieu le 21 novembre. Sur la location saisonnière avec Bordeaux Métropole, le 21 novembre, tout à fait. Il n'est pas encore en ligne, mais ça va arriver. Voilà. Peggy Martini, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette webconférence. Je vous souhaite une très belle journée à tous et je vous dis à très vite. Au revoir. Merci.